Bonjour à tous et bienvenue dans votre trotteur. Vous voici arrivés au Myanmar, dans un paradis doré, une terre en avance sur son époque, où les gens ne sont que bontés et où l'on trouve des feuilles d'or et pierres précieuses dans chacune des 7 régions du pays. Enfin, ça, c'est ce que dit la propagande du régime qui résonne en ce moment à vos oreilles. Car si le bonheur se trouve dans une vie harmonieusement disciplinée, comme le dit la devise nationale, la Birmanie est en réalité bien loin de cette image en papier glacé que le régime sous le joug militaire propose depuis plus de 50 ans. Et bien vite, le vernis s'effrite, la population souffre d'un manque criant de liberté fondamentale et les conflits ethniques ravagent une bonne partie du pays. Mais alors les élections du 8 novembre prochain, premier scrutin démocratique depuis plus de 20 ans, pourront-elles vraiment changer la donne ? Votre auteur tente de répondre à cette question avec toujours de l'insolite, de l'histoire et une bonne dose de culture. Sans plus attendre, partons découvrir la vie derrière la forêt luxuriante, les fêtes endiablées et les temples sacrés. Ils sont plusieurs centaines de milliers en Birmanie. Les moines bouddhistes font partie intégrante du paysage birman et la religion bouddhiste représente 95% du pays. Si les hommes sont repérables facilement par leur toge orange, on peut dire que récemment, les moines bouddhistes prennent une autre teinte, un peu plus polémique, Margot. Et oui, avec les législatives qui approchent, le conflit religieux est plus vif que jamais entre les moines bouddhistes et les musulmans. Et depuis 3 ans, c'est une vraie chasse aux sorcières que mène le leader des moines nationalistes, un bonze du nom de Wiratu. Alors pour remettre les choses dans l'ordre, il faut déjà garder en tête que les musulmans de Birmanie, c'est seulement 4% de la population dans un pays qui est majoritairement bouddhiste. Et depuis 2012, le conflit religieux a pris une grosse ampleur. En 3 ans, les actes de violence se sont multipliés. En tout, il y a quand même eu 250 morts et 140 000 musulmans qui ont fui, obligés de partir car battus à coups de bâton et de lancers de pierre. Les musulmans, on le voit, finissent par être des étrangers dans leur propre pays. Et on en est où aujourd'hui ? Eh bien, les bouddhistes sont plus virulents que jamais. En janvier, Wiratu avait traité l'employé de l'ONU en Birmanie de putain. Pourquoi ? Parce que Yanghili, c'est son nom, avait défendu les intérêts des musulmans. Elle avait déclaré que les projets des moines bouddhistes, alors parmi eux, réduire les mariages interreligieux ou les conversions religieuses, eh bien, c'était un signe de retour en arrière pour la Birmanie. Wiratu n'a jamais regretté ses propos. Il aurait même affirmé qu'il protégeait simplement son pays. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de basculer donc du religieux au politique ? Eh bien, tout à fait, Estelle, parce que l'enjeu de ce conflit interreligieux, il dépasse la religion justement, il la politise. Le discours de Wiratu est devenu une véritable doctrine basée sur l'islamophobie. Wiratu continue à utiliser ses arguments préférés, les musulmans fragilisent le pays, sèment la terreur, et lui ne fait que protéger sa religion. N'oublions pas qu'en 2003, il avait été condamné à 25 ans de prison pour incitation à la haine. Il a été amnistié en 2012, mais il a aussitôt remis le couvert. Alors, petit point sur le personnage, Wiratu est à la tête de 969, un mouvement bouddhiste nationaliste, et il fait aussi partie du mouvement extrémiste Mabata. Et beaucoup le considèrent comme un homme puissant qui impose le respect partout où il va. Ce qui se compte aussi en termes de pièces, bien sûr, puisque les donations tombent du coup assez facilement. Mais la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est le mutisme du gouvernement. Il y a eu notamment la récente loi en août qui restreint les mariages interreligieux proposés par les moines radicaux. Alors même si les moines n'ont pas le droit de vote, on peut quand même se demander si cette action en coulisses n'est pas déjà une petite victoire pour Wiratu. Avec une influence toujours plus grande, on peut effectivement se demander si les moines bouddhistes n'auront pas bientôt une place plus importante dans la vie politique du pays. Peu de journalistes ont eu la chance de voir la dictature birmane de l'intérieur. C'est pourtant le cas de Tristan Mendès France, accompagné de Gaël Bordier. Les 2 reporters français ont été parmi les seuls à découvrir une ville presque fantôme qu'il vous a décrite, Romain. Cette ville, Estelle, c'est la nouvelle capitale Naypyidaw, une ville presque déserte, construite en 2005 par la junte pour devenir la capitale du pays. Elle était évidemment interdite aux journalistes. Pourtant, en 2009, Gaël Bordier et Tristan Mendès France sont parvenus à la filmer pour leur web documentaire Happy World, qui explore les absurdités de la dictature birmane. Tristan Mendès France nous raconte ses souvenirs de la ville.
Naypyidaw est vraiment une capitale de papier. C'est une ville qui était absolument stupéfiante pour nous. D'abord parce qu'on a vu très peu d'humains. On était les seuls à nous trimballer un peu dans ces grandes rues totalement surdimensionnées. On était également surpris par le côté très moderne, ultra moderne de cette capitale par rapport au reste du pays. Il y avait encore des luminaires flamboyants, des énormes mansions, des supermarchés gigantesques. Pour le co-auteur du webdoc, 2 endroits de la ville illustraient particulièrement l'absurdité de la décision de la junte. Une première chose, c'est un terrain de golf gigantesque, vraiment énorme. Et quand on est arrivé là-bas, il n'y avait absolument personne à part les gens du staff. Ça, c'était assez surprenant, d'autant que c'était un practice sur 2 étages qui pouvait accueillir, je ne sais pas, une centaine de personnes. Autre chose, il y a également ce zoo qui était à Rangoon, ce très très grand zoo qui a été déplacé dans cette pseudo-nouvelle capitale. Et ce grand zoo, qui doit servir uniquement pour les enfants des apparatchiks du régime, ce grand zoo qui est assez volumineux, on est rentré dedans et encore une fois, on n'a vu aucun touriste, aucun visiteur même local. On a vu, je dois dire, plus d'animaux que d'humains. Mais alors, pourquoi déménager la capitale ? Eh bien, au cours des décennies de dictature, le régime a peu à peu basculé dans l'irrationalité. Les généraux recouraient fréquemment à des astrologues pour prendre leurs décisions. De là à y voir leurs mains dans le déménagement, il n'y a qu'un pas. Mais Tristan Mendès France avance aussi d'autres hypothèses. Le côté hermétique de cette pseudo-dictature fait que, pour l'instant, ces raisons ne sont pas tout à fait claires. Le jour du transfert a été décidé par des astrologues. Et ce qui est aussi amusant et notable, c'est que la population a appris le transfert, je crois, 1 ou 2 mois après. Les raisons évoquées sont de plusieurs ordres. Il y a des arguments de sécurité, qui étaient de s'éloigner des mouvements de foule de Rangoon. Il y a d'autres arguments qui est de créer une sorte de bunker inattaquable au centre du pays, ou de rapprocher les centres de contrôle des zones de tension, notamment avec les ethnies en bordure de frontières. Et quelle que soit l'issue des prochaines élections, la ville fantôme restera bien la capitale de la Birmanie. À quelques jours du scrutin, le président birman a été visé par une plainte d'une vingtaine d'organisations musulmanes américaines. Il est accusé de crimes contre la minorité Rohingya, qui s'apparente, selon elle, à un génocide selon l'ONU. Les Rohingyas seraient le peuple le plus persécuté du monde. Mais qui sont ces apatrides, Camille ? Eh bien Estelle, les Rohingyas, c'est une minorité musulmane dans un pays à majorité bouddhiste. Ils sont plus d'1 million et ils vivent principalement au sud-ouest du pays, à la frontière avec le Bangladesh. Historiquement, les Rohingyas se considèrent comme les descendants de commerçants arabes, turcs ou mongols, présents en Birmanie depuis le XVe siècle. Sauf que cette information est démentie par les historiens birmans. Mais alors pourquoi une haine si tenace ? Eh bien, la Birmanie les considère comme des immigrants illégaux. Depuis 1982, ils ont perdu la nationalité birmane. Ils sont donc apatrides et privés de tout droit. Leur existence est complètement niée. Ils ne peuvent pas travailler, se marier ou bien étudier. Ils sont d'ailleurs régulièrement expropriés, extorqués et privés de soins. Bref, la plupart vivent dans des camps. Les autres fuient les exactions, notamment en direction de la Thaïlande voisine. Mais alors avec les élections qui arrivent, est-ce qu'ils vont avoir enfin l'occasion de faire entendre leur voix ? Eh bien non Estelle, car les Rohingyas sont quasiment empêchés de participer à la vie politique, que ce soit du côté de l'électorat ou bien du côté des candidats. Étant donné que la plupart des Rohingyas n'ont pas de papier, ils n'ont pas accès aux urnes de fait, et pour les chanceux qui avaient des papiers d'identité provisoires, on leur a retiré justement pour les empêcher de voter. Même chose du côté des candidats, 28 hommes politiques musulmans Rohingyas ont été déjà écartés des législatives, car pour se présenter aux élections, il faut être citoyen birman, ce qui exclut bien évidemment les Rohingyas. D'autres minorités sont elles aussi persécutées par le régime et les prisonniers politiques sont légion. Le groupe de rock Blood Sugar Politic met un point d'honneur à dénoncer les violences autoritaristes. On écoute tout de suite leur chanson Bleed Me. Got some bruises right on my face as I got beaten every day. Why don't someone just throw my head into a fireplace? You're sleeping with insecurity. Your life is such an impurity. What made you think that you're safe and peaceful anyways?
6 novembre prochain, les Birmans se rendront donc aux urnes pour le premier vote démocratique depuis très longtemps. C'est donc un scrutin qui attire donc les yeux du monde entier. Cyrielle, pourquoi ces législatives sont-elles si importantes ? Eh bien Estelle, c'est parce que le pays n'a pas connu d'élection comme celle-ci depuis 25 ans. La dernière fois que la Ligue nationale démocratique, le parti d'opposition, celui d'Aung San Suu Kyi, a participé à des élections législatives, c'était en 1990. Ils avaient largement gagné, mais la junte de l'époque avait alors annulé les résultats. Alors 2015, on prend les mêmes et on recommence, mais cette fois le gouvernement promet que les élections seront démocratiques de bout en bout et qu'ils respecteront le choix des citoyens. Ça a l'air assez bien engagé. Depuis 2012, Aung San Suu Kyi est députée au Parlement. L'opposition n'est donc plus aussi brimée qu'auparavant. Et l'enjeu va plus loin que les élections législatives. Le vainqueur choisira donc le prochain président. Oui, il y a moyen que ces élections bousculent un peu le pays. Le problème, c'est que l'organisation n'est pas tout à fait au point. Margot, expliquez-nous, c'est quoi cette pagaille ? Eh bien, ça s'annonce compliqué. Il faut recenser tous les citoyens sur les listes électorales, sauf que, n'oublions pas, l'administration birmane n'est pas vraiment en avance sur le plan technologique et les bureaux commencent tout juste à s'informatiser. La marge d'erreur serait estimée à 80%. Du coup, les campagnes se font beaucoup par le porte-à-porte pour vérifier individuellement si les Birmans sont bien enregistrés sur les listes électorales. Et c'est seulement une fois passé ce parcours du combattant que les Birmans pourront mettre leur bulletin dans l'urne. Mais qui vont-ils élire, Margot ? Eh bien, les Birmans votent pour 3 choses, la chambre basse, la chambre haute et les parlements régionaux. Et renouveler le parlement, c'est très important pour les Birmans puisque c'est l'Assemblée qui élira ensuite le nouveau chef d'État. Alors on l'a compris, le pays est donc en pleine mutation. Sur quoi va bien pouvoir se jouer ce vote ? Bien d'abord et avant tout, les réformes avec un grand R. Sur le plan politique, réviser la Constitution de 2008. Sur le plan économique, assurer une vraie croissance, ou plutôt continuer sur sa lancée, puisqu'on le rappelle, la Birmanie a une croissance de 11% par an pour l'instant. Mais le défi se pose surtout sur les questions sociales. Il va falloir gérer les minorités ethniques, les migrants et les musulmans persécutés dans le pays. Et qui se présente pour relever ce challenge ? Déjà, il faut savoir que si un Birman se présente, il faut que ses 2 parents soient de nationalité birmane. Pour ces élections, on en est à plus de 6000 candidats. Parmi eux, il y a évidemment le parti au pouvoir actuel qui est représenté, donc l'USPD, le parti Solidarité et Développement de l'Union. Ensuite, on a d'autres partis plutôt influents comme le parti de l'Unité nationale ou le parti progressif national. Mais Margot, le grand favori, c'est bien la Ligue nationale pour la démocratie, le principal parti d'opposition. Ce parti, c'est un message d'espoir pour tous ceux qui veulent voir le régime renversé et renouveler la politique de leur pays. Et peut-être stopper l'influence énorme de l'armée. Il faut savoir qu'elle détient encore 25% des sièges au Parlement. À sa tête de ce parti d'opposition, une figure de proue, Aung San Suu Kyi, véritable icône d'une alternative à la dictature militaire. Et Cyrielle est mondialement soutenue. En France, par exemple, l'association Aung San Suu Kyi Paris organise de nombreuses actions pour soutenir la candidate. Nous avons rencontré Pierre Martial, son président. Pour lui, la candidature de la Birmane est une évidence. On défend Aung San Suu Kyi parce que dans un monde où il y a beaucoup de haine raciste, où il y a beaucoup de polémiques, de violence, nous avons une personne calme, mais pourtant en même temps intraitable pour la paix, pour la liberté, pour la justice, qui tente de sortir par le haut avec le respect de chacun, la réconciliation de chacun. Il faut dire qu'Aung San Suu Kyi est très 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 aimée en Birmanie. On l'appelle Dao. C'est vraiment la mère de la nation pour toutes les Birmanes et Birmans. Et c'est un espoir énorme. Certains disent qu'elle est la De Gaulle de la Birmanie. Alors sans aller jusqu'à se risquer à cette analogie, il est certain qu'Aung San Suu Kyi représente la meilleure chance de pouvoir démocratique. Mais alors la mère de la patrie a-t-elle un défaut ? Son obstination, qui peut être considérée comme une qualité en même temps, mais disons que depuis qu'elle s'est engagée en politique, elle n'a pas lâché, elle ne lâchera pas, elle ira jusqu'au bout. Et contrairement à ce que pense Pierre Martial, cette obstination peut effectivement ne pas toujours être une qualité. Si elle est élue aux législatives, Aung San Suu Kyi ne pourra pas devenir présidente du pays. Parce qu'elle est mariée avec un étranger, la Constitution lui interdit de prendre le pouvoir. Pourtant, elle a déclaré récemment que si son parti était élu, ce serait elle qui serait aux commandes. Le deuxième souci, c'est que celle qu'on présente comme la nouvelle Gandhi a beaucoup de travail pour répondre à tous les espoirs qui ont été placés en elle. Et peut-être trop pour une seule personne. À chacun de ces meetings, elle dit « N'attendez pas tout de moi, c'est impossible, c'est nous tous et toutes ensemble qui allons y arriver. Je ne suis pas la personne providentielle, le Deus ex machina. Elle a toujours elle-même refusé d'être une icône. Elle organise déjà sa suite. Elle n'est pas bête. Loin de là, elle a 70 ans. Elle sait très bien que dans 5 ans, elle passera la main. Mais elle pense, et je suis d'accord là-dessus, qu'on a besoin d'elle pour faire ce pas,
que ce pas va être très difficile d'un pays sous une junte à un pays démocratique. Une chose est sûre, il faudra attendre le 8 novembre pour avoir le fin mot de l'histoire. Oui Estelle, car si l'histoire birmane nous a appris une chose, c'est que tant que chacun n'a pas pris ses nouvelles fonctions, tout peut arriver. Et l'armée a plus d'un tour dans son sac. Le 13 octobre dernier, le gouvernement a voulu annuler les élections. Et rappelons d'ailleurs la raison officielle de l'annulation, Cyrielle, les énormes crues en août qui ont ravagé 12 des 14 régions du pays, ce qui a d'ailleurs provoqué le déplacement de 140 000 personnes. Alors finalement, les élections ont été maintenues, mais le gouvernement a d'autres tours dans sa manche. Il met maintenant en avant les dangers causés par les conflits ethniques. On l'a dit, on veut faire de ces élections des élections vraiment démocratiques. Mais plus on approche de la date butoir, et plus l'électorat diminue. Pas de Rohingyas, pas de prêtres, et maintenant, c'est certaines populations du nord du pays qui sont privées du vote. Dans 400 villages, le gouvernement n'ouvrira pas les bureaux de vote. Leur excuse, ils ne pourront pas assurer la sécurité de la population. Mais comme par hasard, la plupart des minorités ethniques de ces régions sont favorables à Aung San Suu Kyi, et leur voix sera donc perdue pour la LND. Pourtant, le gouvernement s'est vanté quelques jours après sa décision d'avoir lancé un processus de paix. Il a signé un cessez-le-feu avec plusieurs groupes ethniques armés rebelles, 8 sur les 15. Clairement, l'objectif, c'était d'afficher un succès juste avant le vote. Pas facile donc de reprendre le flambeau, mais Aung San Suu Kyi n'est pas seul. Son numéro 2 est un des rappeurs les plus populaires de Birmanie. Il a fait son entrée au Parlement en avril dernier, peu après avoir été libéré de prison. On écoute Zayarfo avec Useless Love. Cette émission manque peut-être encore un peu de punch, Paul. Est-ce que vous pourriez nous secouer tout ça ? Vous voulez de l'énergie, Estelle ? Eh bien, vous allez être servi. En Birmanie, le Lethwei ou boxe birman est un des sports de combat les plus spectaculaires du monde. En fait, le terme de boxe est très réducteur. Le Lethwei se pratique à l'aide des poings et des pieds, mais aussi avec les coudes, les genoux et même le crâne. Le tout sans protection, évidemment. On dirait presque un entraînement de l'armée à vous entendre. Oui, mais contrairement au Muay Thai, son équivalent thaïlandais, le Lethwei n'a pas une origine militaire, mais bien festive. Il y a près de 1000 ans, il était pratiqué par tous lors des grands événements. Ce n'est qu'en 1953 que le boxeur Khyar Banyain instaura des règles modernes en imposant par exemple le port de gants. Même si aujourd'hui la tradition perdure. Ainsi, à chaque début de combat, les boxeurs exécutent une danse pour se donner du courage. Et le Lethwei emprunte aussi au monde animal un grand nombre de ses mouvements, comme le coup de griffe de la panthère, le surgissement du cobra ou la charge du sanglier. Je vous laisse imaginer.
Un sport donc, on l'imagine, assez violent et réservé aux hommes. Plus vraiment. De plus en plus de femmes se tournent vers le less-weight. Dans un pays où il y a quelques années, la vue d'un genou féminin déclenchait un scandale, les birmanes s'entraînent aussi dans les salles de sport. À l'image d'Aung San Suu Kyi en politique, la lutte pour l'émancipation passe aussi par le ring. Alors si le less-weight permet de donner plus de valeur à la condition féminine, ça vaut bien quelques dents en moins, non ? On l'imagine. Un pays aussi reculé que le pays du sourire n'a pas de place dans notre imaginaire pour quelques clichés. À la place, Camille et Romain vous révèlent quelques secrets insoupçonnés de la Birmanie. En fait, non. Concrètement, Estelle, nous allons plutôt parler du Myanmar, le nouveau nom du pays depuis 1989. Les militaires au pouvoir avaient souhaité rompre avec le passé colonial, car le terme Birmanie, qui vient de Burma en anglais, avait été imposé à l'époque par le Royaume-Uni. Mais ce changement est loin de faire l'unanimité, Camille. Certes, il a été reconnu par l'ONU et rentre peu à peu dans le langage courant, mais l'opposition birmane refuse toujours de l'utiliser. Elle y voit un héritage de la dictature militaire. La France, elle, a tranché autrement le débat. Elle préfère Birmanie, un terme francophone, et considère Myanmar comme sa traduction. Tant qu'on est sur les problèmes de noms, savez-vous, Camille, que 90% des Birmans n'ont pas de nom de famille ? Oui, et c'est un sacré problème, difficile de s'y retrouver quand les membres d'une même famille ont des noms complètement différents. Pour eux, remplir des papiers à l'étranger devient vite mission impossible. Ah ça, c'est l'inconvénient de choisir un patronyme en fonction des astres. Mais avouez, Romain, que ça résout quand même un problème pour les femmes, plus besoin de changer de nom quand on se marie. Sans transition, quoique, à trop en prendre, vous risquez aussi d'y perdre votre nom, Camille. La Birmanie, c'est le 2e producteur d'opium de la planète. C'est en effet une des pointes du triangle d'or formé par la Birmanie, le Laos et la Thaïlande, où les champs d'opium s'étendent à perte de vue. Oui, et ça a été imposé par les militaires. Et aujourd'hui, c'est devenu un revenu indispensable pour les cultivateurs. Sans ce revenu, ils ne survivent tout simplement pas. Et entre l'opium et la production massive de méthamphétamine, la drogue est tellement importante pour l'économie du pays que l'État freine des 4 fers quand il s'agit d'éradiquer le problème. On ne sait pas si c'est la faute de l'opium, mais les Birmans ont une fascination toute particulière pour les esprits. Du lever jusqu'au coucher, ils guident leurs moindres faits et gestes. Cyrielle décrypte pour nous cette drôle de tradition. Estelle, quand vous étiez ado, vous avez déjà essayé d'invoquer les esprits ? Ça m'est arrivé, mais qui n'a pas fait ça avec ses copines pendant une soirée pyjama ? Souvent, ce souvenir nous fait bien rire, nous en France. Mais en Birmanie, on ne se moquerait pas du tout de vous. En rentrant dans une maison birmane, vous verriez quasi systématiquement un petit autel sur lequel serait posée une noix de coco entourée d'une étoffe de soie rouge. Cette noix de coco, elle représente un nat, un esprit en birman. Au total, il en existe 36, cachés partout dans les cours d'eau, les forêts, les montagnes. Autant de façons d'expliquer les phénomènes inexplicables, comme les catastrophes naturelles. Selon la croyance, il pourrait porter chance, mais aussi faire de votre vie un véritable cauchemar. Vaut mieux donc éviter de trop les titiller pour ne pas attirer leur foudre. Et comment rester dans leur bonne grâce ? Eh bien, ne pas lésiner sur les sacrifices, les rituels et les dons. Dès le matin, offrez-leur la première bouchée de votre petit déjeuner, et puis évitez certains lieux sacrés, comme les vieux arbres, pour éviter de les réveiller. Bref, vous l'aurez compris, ce sont les nats qui font la loi en Birmanie. Et la musique que vous écoutez, c'est la musique traditionnelle des Nat Pue, des fêtes qui leur sont complètement consacrées. Chacun des 36 nats a la leur. Mais la plus célèbre, c'est celle de Tang Bionne. Pendant une dizaine de jours en août, cette petite ville près de Mandalay quintuple sa population. Au programme, beaucoup d'alcool, des fêtes et des médiums, des nats cadeaux qui se laissent posséder par un ou plusieurs esprits et dansent jusqu'au bout de la nuit. Mais d'où vient cette fascination des Birmans pour ces esprits ? C'est la petite touche animiste dans un pays bouddhiste. La croyance pour les nats vient en fait d'Inde et est beaucoup plus vieille que le bouddhisme. Au XIe siècle, c'est le roi Anavrata qui introduisit le bouddhisme en Birmanie. Impossible pour lui d'éradiquer la croyance pour les nats. C'est donc lui qui crée ce panthéon des 36. À sa tête, Tagamin en birman, qui est en fait la divinité hindoue Indra et bouddhiste Saka. Un joli micmac entre croyance et religion. Un mélange qui influence leur vie, leur rite et leur histoire. C'est la fin de notre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à nos formidables chroniqueurs de répondre toujours à l'appel pour écrire des chroniques toujours plus fouillées et plus intéressantes les unes que les autres. Merci à l'équipe du CELSA
à l'équipe technique bien sûr, mais également à l'école de journalisme pour son soutien inconditionnel. Merci à Tristan d'avoir filmé toute l'émission et merci à vous de continuer de nous suivre. Vous pouvez retrouver nos émissions ainsi que de nombreux articles sur notre site internet votretrotteur.fr et à bientôt pour une nouvelle émission de Vote Trotteur.